C'est parti, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons continuer notre série de cours pour le module de génétique, toujours avec cette deuxième année médecine, avec ce deuxième cours qui s'intitule la chromatine. Oui, on va étudier bien évidemment la structure et l'organisation de cette substance qui se nomme la chromatine. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer notre cours à proprement parler, on va remercier, comme à notre habitude, les enseignants et professeurs de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement aujourd'hui, le professeur Eit Abdelkader du CPMC, du Centre Pierre-Marie Curie d'Alger, pour ce superbe support court que l'on va utiliser au cours de notre vidéo. Ce support, il aura été modifié par moi-même, hein, comme tu peux le voir. J'ai rajouté quelques schémas et j'ai légèrement réorganisé l'enchaînement des slides pour que l'explication de ce cours soit un peu plus soit un peu plus cohérente. L'explication de ce cours soit un peu plus cohérente et que ça soit un peu plus agréable à visionner en vidéo. Bien sûr, vu que c'est un support que j'ai un petit peu modifié, tu vas le retrouver en description. Ida, je n'oublie pas, Inch'Allah. Maintenant qu'on a dit ça, et avant que je rentre dans le vif du sujet avec l'étude de la chromatine, je vais ouvrir une petite parenthèse en anticipant les commentaires les حيكونوا تحت la vidéo. Ce cours de la chromatine, c'est un cours qui m'a dit le début, c'est le module de génétique pour la deuxième année médecine, pour la deuxième année. Ce n'est pas, il n'est pas censé être pour la première année médecine pour le module de cyto. Parce que oui, les premières années médecine, comme le module de cytologie, un cours sur la chromatine. La question, je suis sûr qu'elle allait être posée en commentaire, c'est est-ce que la vidéo, نقدر نشوفها إذا راني نقرا cyto en première année médecine? La réponse est oui, même Ida, la base, elle n'est pas destinée l'écom. Elle est destinée bien sûr pour les deuxième année médecine, mais تقدر تشوفها de la vidéo, وعلاش parce que le cours de première année sur la chromatine et le cours de deuxième année sur la chromatine, c'est quasiment la même chose. La base est la même. La structure et l'organisation de la chromatine avec l'unité fonctionnelle qui est le nucléosome, avec la compaction, le niveau de compaction qui augmente avec la fibre de type A, la fibre de type B, donc le nucléofilament, la fibre chromatinienne et autres, c'est la même base. C'est la même structure, même organisation. Et même vers la fin, quand on va parler des modifications épigénétiques, les histones et même la structure des histones, entre autres, c'est exactement la même chose. Les mêmes éléments et informations que tu fais en première année, tu fais en deuxième année. Mais le cours de première année est un peu plus riche que celui de deuxième année, parce que celui de première année en cyto, كان يركز un peu plus, voire même beaucoup, على la méthode d'étude. كيفاش en tant que biologiste en laboratoire, كيفاش نقدر je peux extraire la chromatine et comment est-ce que je peux l'étudier. وشنو هما les méthodes اللي خلوني les techniques اللي خلوني je peux étudier cette chromatine pour باش نجيب منها les informations تاع le cours تاعي. Cette partie-là, méthode d'étude, كاينه في le cours de première année, elle n'est pas في le cours de deuxième année. Elle a été sautée et je ne vais pas la faire de la vidéo. Reste et que la base des informations, c'est les mêmes. Tu peux voir de la vidéo de la première année ou à sitôt, mais toujours, c'est le même conseil, les dentaires, les médecine dentaire, ou génétique qui m'a les deuxième année médecine, ou là, les d'autres facultés, ou là, même les deuxième année médecine, tu as les années les amjayin. Parce que de la vidéo, j'espère que ça prend un petit peu longtemps. Il le support et tout, c'est de toujours revenir à ton support initial et de comparer les informations qui ont été présentées fin de la vidéo. idem dites-le des informations زيادة اللهم بارك c'est pour toi خليهم في راسك إذا عندي des informations ناقصين par rapport au support تاعك تاع la fac تاعك ولا تاع l'année تاعك ولا تاع le cours تاعك de manière générale اقراهم et si tu veux تصدقهم في les commentaires تزيد des détails اللهم بارك باش اللي يقراو les commentaires يكون عندهم des détails زايدين. Reste et que je ferme cette parenthèse et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec l'étude de cette fameuse chromatine. On commence avec une introduction. Alors comme j'ai dit, la structure de la chromatine a déjà été étudiée en première année, en cyto, mais je vais quand même expliquer le cours comme si c'était la première fois il تسمع
Black chromatine. Donc on va commencer avec l'introduction sur d'abord les types d'organismes et les types de cellules. Comme tu le sais, les organismes vivants sont constitués de sous-unités fonctionnelles, structurales, qui sont les cellules. Ces cellules-là, elles ont été classées en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est les cellules, الخلايا الحقيقية النواة, qu'on appelle en français les cellules eucaryotes. Ce sont des cellules qui possèdent un noyau, qui ont donc leur matériel génétique qui est empaqueté à l'intérieur d'un noyau, visible même en microscopie optique. Ça, c'est une photo en microscopie électronique, mais le noyau est même visible en microscopie optique. Ce noyau-là, il va permettre de limiter donc le matériel nucléaire, de le délimiter par rapport au deuxième compartiment qui est le compartiment cytoplasmique. Grâce à quoi? Grâce à une membrane qu'on appellera l'enveloppe nucléaire. Une double membrane, les marmarabes des petits trous, on dit qu'elle est poreuse, fait des pores, qui permet en fait la communication entre le compartiment cytoplasmique et le compartiment intranucléaire. Deuxième catégorie de cellules, ce sont les cellules, les cellules qui ne possèdent pas de noyau. Leur matériel génétique va être sous la forme d'un seul chromosome généralement, qu'on appellera le nucléoïde, qui va baigner au niveau du cytoplasme. Il n'y a pas, ces cellules prokaryotes n'ont pas d'enveloppe nucléaire. Il n'y a pas de limite entre deux compartiments. Il y a un seul et unique compartiment, c'est le cytosol, c'est le cytoplasme, et notre matériel génétique va y baigner au niveau de ces cellules prokaryotes. Le meilleur exemple pour les cellules eucaryotes, c'est bien sûr la cellule humaine, que l'on étudie en long, en large et en travers les cours théoanans, les spécialités théoanées médicales. Et le meilleur exemple de la cellule prokaryote, qui est étudiée en long, en large et en travers, ce sont les bactéries, et spécialement certains types de bactéries qui sont très 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 étudiés, comme entre autres Escherichia coli. Donc comme on a dit, le noyau va définir ces deux types cellulaires. Il définit la cellule la cellule eucaryote, et là tu as l'étymologie et la signification du terme eucaryote, qui vient du grec, si je ne me trompe pas, qui signifie littéralement la présence d'un beau noyau, tandis que la cellule prokaryote, elle, ne possède pas ce fameux organite très important qui est le noyau. Et tu vois même ici la signification et l'étymologie de prokaryote, ça signifie que ce sont des cellules qui sont présentes avant l'apparition donc de ce noyau. Il y a une remarque quand même importante à faire, qui est présente ici sur ce schéma, c'est que les globules rouges, malgré que ce soit des cellules qui ne possèdent pas de noyau, ils sont rangés dans la case eucaryote. C'est une exception. Parce que ce sont des cellules qui dérivent littéralement, sont des cellules qui naissent et qui viennent de cellules qui possèdent des noyaux. Et elles sont présentes dans des organismes, les des cellules eucaryotes. Donc on ne peut pas les considérer comme étant des cellules prokaryotes. Ce sont bien sûr des cellules eucaryotes, malgré leur absence d'organite et bien sûr leur absence de noyau. Donc ce noyau, il doit être vachement important pour pouvoir littéralement classer et diviser les organismes vivants en deux catégories. C'est un organite très important et qui va être généralement de forme sphérique et qui va mesurer à peine quelques micromètres. Mais ces quelques micromètres sont suffisants pour pouvoir l'observer en microscopie optique. Sa taille est variable, si tu vois, entre 5 et 20 micromètres, ça veut dire que la taille elle est variable. Elle est variable selon quoi? Sur le type de cellules. J'ai des cellules qui ont de très très gros noyaux, j'ai des cellules qui ont des petits noyaux, j'ai des cellules qui ont un seul noyau, j'ai des cellules qui ont plusieurs noyaux. On parle de cellules mononucléées ou bien polynucléées. Donc on voit que ce noyau-là, il est important pour pouvoir classer et structurer les cellules. Et bien sûr, la taille T va être variable selon le moment. Le noyau peut varier de taille, peut devenir un peu plus grand ou un peu plus petit, selon le cycle cellulaire de cette même cellule. Il est limité en extérieur par une enveloppe, c'est une enveloppe nucléaire, constituée de deux membranes remplies de petits trous. On dit qu'elle est poreuse, pour justement pouvoir communiquer avec le compartiment extranucléaire, le compartiment cytoplasmique. Maintenant, ce noyau, qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur? À l'intérieur, on va retrouver
bien sûr une substance qui est le but de la vidéo, c'est la chromatine. Une substance qui va contenir notre génome, entre autres notre ADN, pour ne citer que ça. On remarque aussi à l'intérieur du noyau la présence d'une autre structure qu'on appellera le nucléole. C'est trop chiant, le noyau, t'as le noyau. Et bien sûr, à l'intérieur, on va retrouver un ensemble de protéines, un ensemble d'enzymes, donc des enzymes qui sont nécessaires pour plusieurs mécanismes qui permettent le fonctionnement de l'ADN, entre autres la réplication de l'ADN, donc tu as l'ADN, des enzymes, l'ADN polymérase, l'expression génique تاع بالموريتي à travers la transcription, donc l'insert l'ARN polymérase, mais pas que. J'ai bien sûr beaucoup d'autres protéines et d'enzymes qui vont rentrer dans ces mécanismes permettant de faire fonctionner l'ADN تاعنا. Donc le noyau, il est connu comme étant le centre de notre information génétique, comme étant le centre qui contient l'ADN تاعنا et notre génome. Mais il faut savoir que le noyau ne contient pas la totalité de notre information génétique, de notre ADN, de notre génome. Il contient la quasi-totalité, donc la majorité du génome, elle est présente en intranucléaire, mais il reste quand même une petite partie qui est contenue dans d'autres organites, qui sont bien sûr les mitochondries. On parle ici de l'ADN mitochondrial qui ne se transmet que à travers la mère. Il y a une hérédité maternelle. Maintenant qu'on a vu ça, on va rentrer un petit peu dans cette chromatine. Donc la majeure partie de notre noyau, l'intérieur du noyau, il est constitué d'une substance que l'on appellera la chromatine. Cette chromatine, elle a été découverte par Monsieur Fleming, qui lui a donné ce nom de chromatine tout simplement parce qu'elle prend bien la couleur. Lorsqu'il a étudié cette chromatine, il a vu qu'elle prenait très bien la couleur. C'est une substance qui prend bien la couleur, donc il a nommé chromatine, la chromos, qui est un terme qui signifie justement que cette substance-là prend bien la couleur. La chromatine, on l'observe généralement très bien en microscopie électronique. Alors, ça, c'est une photo en microscopie électronique. Ça aussi, c'est une observation, c'est une image, une photo en microscopie électronique. Quand on observe en microscopie électronique, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir cette chromatine, elle a deux aspects. Elle a un aspect foncé, foncé, qui est périphérique. C'est ce que l'on appelle l'hétérochromatine. Elle est très très dense aux électrons. Et elle a une partie claire, une partie un peu plus claire, centrale, plus ou moins centrale, que l'on appellera le chromatine. Moins dense aux électrons, c'est pour ça que c'est un peu plus clair. La différence entre ces deux aspects, entre ces deux chromatines, l'hétéro et le chromatine, c'est l'état de condensation TH, l'état de compactage TH. Pour comprendre ça, il faut d'abord savoir de quoi est constituée la chromatine. C'est une substance où je fais de la chromatine. Eh bien, ce n'est rien d'autre que de l'ADN avec des protéines. C'est ça la chromatine. La chromatine, en fait, elle est là comme étant un état d'organisation de l'ADN. Ça permet, c'est un état tandem de l'ADN تاعك, parce que ça répond à une problématique. L'ADN تاعنا, il faut savoir que le génome eucaryote, il est, comme on a vu dans la vidéo précédente, il est très très long. طويل كبير بالبزاف par rapport au prokaryote qui est très très court. L'eucaryote, il est extrêmement grand. L'ADN de la cellule humaine, 3,2 milliards de paires de bases. 3,2 milliards de paires de bases. Donc, quand je déroule l'ADN, bla man condensé, bla man loué, bla man je l'enroule à la cache ça, il a 2,5 mètres. L'ADN est une seule cellule, 2,5 mètres. Comment est-ce que nous avons 2,5 mètres d'ADN à l'intérieur d'un tout petit noyau, l'effet qui m'a dit 5 à 20 micromètres? C'est simple, on a trouvé une astuce, c'est juste de l'enrouler autour des protéines. Oui, je vais le condenser, le compacter, de petits noyaux. Donc ADN plus les protéines qui servent à la compaction, à la condensation TAO à l'intérieur du noyau, ça va nous donner la chromatine. Donc cette chromatine-là fait un tiers d'ADN et fait 2 tiers de protéines. Donc il y a plus de protéines que d'ADN. Parmi ces protéines, les plus importantes sont bien sûr les protéines histones, les protéines histoniques, qui représentent 50%
des protéines qui constituent la chromatine. Alors ces protéines histoniques, ce n'est rien d'autre que des protéines معمرين des acides aminés basiques, معمرين بالأحماض الأمينية القاعدية de type lysine et arginine, entre autres. معمرين بلا lysine ou l'arginine, pourquoi est-ce que ce sont des acides aminés, pourquoi est-ce que معمرين des acides aminés basiques? C'est justement pour leur fonctionnement. C'est pour donner la propriété, c'est pour leur donner la propriété d'avoir une charge positive. Ou alors j'ai envie d'avoir une charge positive pour mes histones parce que l'ADN a une charge négative. Ça, c'est un prérequis. لازم تعرفوا من la biochimie تاع العام اللي فات ta première année, c'est que l'ADN est constitué bien sûr de plein de nucléotides, hein, c'est un enchaînement de nucléotides et la nucléotide واش فيها désoxyribose, un sucre. نجي نسق لها une base azotée, ça peut être l'adénine, la thymine, cytosine, guanine, ونلصق لها وشنو un phosphate, un groupement phosphate, l'acide phosphorique. Donc ce groupement phosphate a une charge négative. إذا l'ADN a une charge négative et que j'ai envie que mes histoniques aient une charge positive, c'est pour justement permettre à cet ADN de s'enrouler autour des histones, de se lier aux histones et d'augmenter leur affinité ma بيناتهم par le biais de ces liaisons électrostatiques de type donc charge positive, charge négative. Ça, c'est 50% des protéines. Les autres 50%, et ben les autres 50%, ce sont des protéines chaperones. Ce sont des protéines qui vont réguler l'activité des histones, qui vont réguler l'activité de la chromatine, qui vont réguler l'activité et la compaction, l'état d'organisation de l'ADN. Elles sont très 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 importantes. Elles ne sont pas moins importantes que les histones, mais le court terme, on va beaucoup plus se concentrer sur les histones pour mieux comprendre l'organisation de cette chromatine. Bien sûr, cette chromatine-là, pour pouvoir l'observer, on l'observe à un noyau interphasique, lorsque la cellule ne se divise pas. En cours de division cellulaire, en cours de mitose, entre autres, je ne vais pas observer de la chromatine en microscopie électronique, je vais observer un chromosome, ou du moins des chromosomes. Et le chromosome le plus étudié, ou du moins le plus en microscopie électronique, c'est celui l'image c'est bien sûr le chromosome métaphasique, pendant la métaphase de ma mitose. Alors c'est quoi la différence entre le chromosome et la chromatine? C'est très simple. Le chromosome, il est formé de chromatine. La chromatine a de la substance qui est de l'ADN plus des protéines. Ida, je la compacte encore plus, nous condenser à actar, former les chromosomes. Le chromosome est formé de chromatine. Donc voilà pour la définition du chromosome, de la chromatine et de l'état d'organisation. Donc, comme on a dit, la chromatine, c'est une substance qui n'est rien d'autre que de l'ADN associé à des protéines. 50% de ces protéines, c'est des protéines histones. On va voir qu'ils sont très très importantes euh, pour pouvoir compacter et condenser l'ADN. Et le reste, ce sont des protéines charpentes, non histones, qui vont réguler l'activité telle les histones, qui vont réguler l'activité telle l'ADN, et entre autres, qui vont réguler l'organisation telle la chromatine, et qui vont aussi avoir un rôle pour la formation telle les chromosomes. Je ne te spoil pas, je ne rentre pas dans les détails, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, ces protéines charpentes. Donc bien sûr, comme on a dit, la chromatine donne la structure des chromosomes. Elles sont là pour répondre à une problématique, à un problème, c'est celui d'être capable d'empacter 2,5 mètres d'ADN, 5-6 micromètres. Bark. C'est pour ça que la chromatine elle est là. Et elle a aussi un autre rôle, une autre fonction, c'est celle de rendre accessible l'ADN aux machineries enzymatiques qui permettent à l'ADN de fonctionner. Les enzymes, tu as la réplication, tu as l'ADN, les enzymes, tu as la transcription, c'est une certaine ADN. Ce sont des mécanismes qui sont indispensables, essentiels pour que l'ADN yimchi mlih, pour que la cellule timchi mlih. Donc, aide les enzymes. Qui fait chez l'ADN? Et ben, c'est grâce à la différence d'état d'organisation de la chromatine. Qui est condensé mlih. Les enzymes, mais ils n'ont l'ADN. Ni réplication, ni transcription, ni walou. Qui est la chromatine bien condensée. Surtout le cas de l'hétérochromatine. Il n'y a pas de mécanisme de réplication, de transcription de l'hétérochromatine. Les enzymes, mais ils n'ont l'ADN.
Par contre, le cas de l'euchromatine qui est un peu moins condensé, les enzymes ils la réplication tender, la transcription tender et l'ADN devient fonctionnel. Ça, c'est important à retenir. On a un petit tableau qui nous permet de comparer hétérochromatine et euchromatine. Comme on a dit, l'hétérochromatine, c'est la structure très 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 condensée, de ben la foncée, dekena, lorsqu'on l'observe en microscopie électronique. Elle a une localisation beaucoup plus à la périphérie en général. Hein. On peut même voir faire de la photographie. On voit que ce qu'il y a en noir, ce qu'il y a en foncé, c'est à la périphérie. Par contre, le chromatide, c'est l'inverse. Elle est peu condensée, marquée un peu plus, et elle va avoir une disposition, une localisation centrale. Généralement, ce sera des boules entre les zones d'hétérochromatine. Quelle est la fonction de l'hétéro et quelle est la fonction de l'euchromatine? Eh ben, je l'ai dit, l'hétérochromatine n'est pas accessible aux enzymes de réplication et de transcription. ما تقدرش تصرى استنساخ ولا تضاعف تاع l'ADN في hétérochromatine. Par contre, le chromatine, si. Le chromatine تخلي les enzymes de transcription ou de réplication يلحقوا ليها باش يصراو هذوك les mécanismes. Donc, ça c'est la division de la chromatine en ces deux aspects les plus visibles, les plus connus. Mais il faut savoir que l'hétérochromatine, je peux la diviser en deux parties, en deux aspects. On a l'hétérochromatine constitutive et l'hétérochromatine facultative. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est la capacité de se transformer en euchromatine. Alors, l'hétérochromatine constitutive, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est de l'hétérochromatine, donc de la chromatine bzaf condensée, li jamais, 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 ما حتكون actif. Elle est inactive et elle ne va jamais devenir de l'euchromatine. Elle va rester hétérochromatine de manière constitutive, de manière irréversible. Elle ne va pas, son rôle n'est pas de coder pour des protéines. Son rôle n'est pas de faire une transcription ou autre. Cette hétérochromatine constitutive, donc elle sert à quoi? Eh ben, elle sert à charpenter le chromosome, à former, à donner la forme, la structure, c'est le chromosome. Cette hétérochromatine constitutive, on va la retrouver les centromères, le centre tel le chromosome. On va retrouver les télomères, les extrémités tel les chromosomes. Et d'ailleurs, ce sera des séquences répétées qui ont pour but de protéger la partie codante tel le génome. On va même retrouver le chromosome X inactif, qu'on appelle le corpuscule de Barr, hein, les personnes de sexe féminin. Alors, il faut savoir que, c'est un détail de la vidéo اللي فاتت, j'allais dire des femmes, les organismes femelles de manière générale, qui possèdent donc un la paire de chromosomes sexuels XX, un homme un doublon, un homme un X ou un homme un autre X. Lequel des deux va fonctionner? Est-ce que les deux yimchou en même temps? Non, mais si les deux yimchou en même temps. Vu que c'est un doublon et qu'ils ont du coup les mêmes gènes, entre autres, bon, bien sûr avec des versions et des allèles différentes, qui peut avoir des versions et des allèles différentes, entre autres, mais il y aura un des deux X qui va s'exprimer, qui sera actif. L'autre, il sera silencieux, il sera sakit, mais il mchiche. C'est ce qu'on appelle le corpuscule de Barr. Bien sûr, il y a un petit pourcentage de chromosome sakit qui va quand même s'exprimer, qui va quand même coder pour des protéines, environ 15% à peu près, mais la majeure partie du temps, il sera sakit. Et ce chromosome-là, il est formé de quoi? Il est formé d'hétérochromatine constitutive, d'hétérochromatine qui est inactif, et ce, de façon irréversible. Ça, c'est l'hétérochromatine constitutive. Qu'est-ce que l'hétérochromatine facultative? Alors, la facultative, c'est de l'hétérochromatine, très condensée, inactif, mais qui peut devenir de l'euchromatine. Elle est inactive, mais de manière réversible. Je peux narjaha euchromatine. Je peux la décondenser ou narjaha actif. C'est ça l'hétérochromatine facultative. Et bien sûr, elle n'est pas présente centromère, télomère. Non, 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 elle est présente en dehors des constrictions, d'autres parties de mes chromosomes. Donc voilà les différents types de chromatines qui sont présents au niveau de l'intérieur de mon noyau. Maintenant, on a envie de voir comment est-ce que cette chromatine va s'organiser. Quelle est sa structure
réel. Et ben, la chromatine, qui bien sûr est là pour pouvoir condenser l'ADN, donc ça vient répondre à la problématique du stockage de l'ADN, elle va permettre donc de condenser l'ADN et comme on a dit, elle est formée d'ADN avec les protéines histone. L'unité de base de la chromatine, c'est ce que l'on appelle le nucléosome. Alors, qu'est-ce que le nucléosome? Le nucléosome, c'est grosso modo un cylindre de protéines histone auquel je vais rajouter de l'ADN qui va l'entourer. L'ADN est des protéines histone. Alors, c'est quoi, c'est quoi ce cylindre de protéines? Ou les histones qui vont constituer ce cylindre? C'est ce qu'on va voir. Alors, le nucléosome isolé, comme on a dit, c'est un ensemble de deux structures. Un cylindre protéique formé de plusieurs types d'histones. En réalité, c'est un octamère. Un octamère d'histones, c'est-à-dire qu'on a 8 histones. Et les 8 histones, ils sont constitués. En réalité, ce sont deux histones, ce sont deux répétitions de 4 types d'histones. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'octamère d'histones, les 8 histones qui vont constituer ce cylindre protéique, on a 2 histones de type H2A, 2 histones de type H2B, 2 histones de type H3 et 2 histones de type H4. On a 4 types d'histones. Tu vas obtenir 8 des histones qui vont nous former ce cylindre protéique, cet octamère qui va ensuite permettre à l'ADN de s'enrouler autour, environ 1,8 tours, bon, un petit peu moins de 2 tours. L'ADN dort 2 fois autour de ce cylindre et ça va nous former le fameux nucléosome. Et c'est ça l'unité de base, l'unité structurelle de la chromatine. La chromatine est constituée d'un ensemble de nucléosomes, d'un ensemble de cylindres protéiques auxquels on va de l'ADN. C'est tout. Alors, quelle est la portion d'ADN qui va dormir autour de cet octamère d'histone? 146 paires de bases qui sont enroulées autour de ce cylindre. Ensuite, entre ces nucléosomes, bien sûr, on aura de l'ADN qui va les lier. De l'ADN de liaison, de l'ADN internucléosomique. Et bah, cet ADN internucléosomique de liaison fait à peu près 54 paires de bases qui va permettre de relier les cylindres protéiques, les octamères, les nucléosomes, les binaires. Donc, ça, c'est l'unité de base de notre chromatine. Alors, pour comprendre cette unité de base, ce nucléosome, et ensuite comprendre les structures ligéennes juste après, il faut qu'on fasse un petit point sur les protéines histoniques. Alors, les histones qui manquent, ce sont des protéines très, très, très basiques. Ma'amrin, blé, résidus ou bien les acides aminés basiques, l'ihoma, l'arginine et la lysine. وعلاش معمل des acides aminés basiques? C'est pour avoir beaucoup de charges positives. Et ces charges positives, c'est pour pouvoir se lier aux charges négatives, les phosphates, l'ADN, et ainsi permettre une meilleure affinité de liaison entre l'ADN et ces protéines histoniques. Combien de d'histones عندنا? Combien de types d'histones عندنا? On a en tout 5 types d'histones. L'histone de type H2A, l'histone de type H2B, l'histone de type H3, l'histone de type H4 et l'histone de type H1. 5 types d'histones, 4 types d'histones vont aider à la formation de l'octamère histonique, de l'octamère d'histone, qui est bien sûr l'unité fondamentale du nucléosome. Alors, la protéine en soi, les protéines histoniques, bien sûr, je ne vais pas parler des différences structurelles mabénatomes. C'est quoi la différence entre H2A ou H2B, la différence entre H4 et H3 et H1. Mais on va voir la structure générale d'une protéine histonique avec le petit schéma. Alors, on va prendre la protéine H3. Bon, c'est les mêmes, hein, il y a juste une différence au niveau des couleurs, du code couleur. On va prendre H3 bstfam. La protéine histonique, c'est une protéine, ensemble d'acides aminés, enchaînement d'acides aminés, qui a possédé 3 hélices alpha, 3 structures en hélice alpha. Première hélice, là où je mets ma souris. Deuxième hélice, un peu plus tôt est là.
troisième hélice, là où est-ce que je mets ma souris Tanit. Trois hélices alpha qui sont situées au centre de notre protéine histonique. C'est le centre globulaire de la protéine. Ce centre globulaire, il est constitué donc de ces trois hélices alpha avec deux petites boucles. Là, tu vois la boucle fouqaniya, la boucle tahtaniya. C'est le centre globulaire. Aux extrémités de ce centre globulaire, qu'est-ce qu'on a? On a l'extrémité N-terminale et l'extrémité C-terminale de la protéine. Et c'est comme ça que toutes les protéines histones vont s'organiser, au-delà des différences structurelles mabinato. Et comme on a dit, pour la formation du nucléosome, on va devoir former un octamère d'histone. On va prendre deux exemplaires de chacun des quatre types d'histones qu'on a cités, H2A, H2B, H3 et H4, pour former l'octamère. Comment ça va se faire? Eh ben, ça va se faire en formant des dimères puis des tétramères. Je prends l'histone H3 avec l'histone H4. Je vais former un dimère, c'est-à-dire deux sous-unités. Les deux monomères pour former un dimère, le dimère H3, H4. Même chose, H2A et H2B, ce sont deux monomères d'histone. Je vais les regrouper pour former un dimère. C'est donc le dimère H2A, H2B. Le dimère H3, H4, ndarbo fi zouj. Je ramène un deuxième dimère H3, H4 pour je vais former un tétramère H3, H4. 4 monomères, donc 2H3, 2H4. Et ensuite, même chose pour le dimère H2HB. H2A et H2B. Je vais ramener un deuxième dimère H2A et H2B pour former un tétramère. C'est le tétramère H2A et H2B. Les deux tétramères, ils font 4 monomères chacun, et j'obtiens l'octamère d'histone TAI, qui sera la base pour enrouler mon ADN, mes 146 paires de bases d'ADN, et ainsi former mon nucléosome. Donc c'est comme ça que se forme l'octamère d'histone. Et là, tu vas pouvoir comprendre cette formule-là, que j'ai sautée exprès. L'octamère d'histone est donc composé de deux tétramères. Le premier tétramère, qui est un ensemble de deux dimères, H2A et H2B. Et le deuxième tétramère, c'est ce que je viens de mettre en bleu, qui est deux dimères H3, H4. En espérant que tu as compris avec ce schéma. Ça, c'est l'unité de base. La question intragique c'est comment est-ce que les histones vont s'assembler pour former cet octamère qui fèche. Et d'ailleurs, comment est-ce que les histones vont être synthétisées? Alors déjà, première des choses, la synthétisation des histones, pour ces histones-là que je viens de citer, Hadouma, on va dire d'autres trucs vers la fin de le cours, on va préciser ce détail-là vers la fin de le cours, mais les histones que je viens de citer, ces 5 types d'histones que je viens de citer, leur synthèse et leur assemblage est dépendante du cycle cellulaire. Elle est dépendante du cycle cellulaire. Partage l'assemblage des histones, de la synthèse, l'assemblage surtout, l'assemblage tender au niveau de la phase S. C'est-à-dire pendant la duplication, ou juste après la duplication de l'ADN. Immédiatement après la synthèse de l'ADN. Pourquoi? Parce que les histones sont liées à l'ADN. Si on synthétise de nouveaux brins d'ADN, il nous faut de nouveaux histones pour compacter, enrouler, condenser l'ADN et l'organiser sous forme de chromatine. Donc cet assemblage, il est cycle cellulaire dépendant. Il se fait au niveau de la phase S, où on va utiliser les nouvelles comme les anciennes molécules histone. C'est ce qui est présent au niveau de ce schéma. Tu as bien sûr des anciens H4H3, des nouveaux H4H3 pour citer que le schéma, qui vont permettre de former de nouveaux nucléosomes. Maintenant, comment est-ce que tu fais de l'assemblage? Avec l'utilisation des protéines chaperones, des facteurs protéiques qui vont ramener, qui vont déposer, qui vont transporter les histones nouvellement synthétisées et les
les mettre avec les anciens histones et former de nouveaux nucléosomes juste après la synthèse et la duplication de notre ADN. Alors bien sûr, euh, les histones sont des protéines, donc automatiquement leur synthèse, elle va se faire au niveau cytoplasmique. La traduction tendale au niveau cytoplasmique, ils vont revenir à l'intérieur du noyau et ils vont être transportés par plusieurs facteurs protéiques, plusieurs protéines chaperones. Ici, on a l'exemple de ASF1, RTT106, qui transporte ici les histones H4 et H3. Mais celui qui va nous intéresser pour former et assembler l'octamère, c'est le facteur CAF1. Ce n'est rien d'autre que le chromatin assembly factor. Ce CAF1 hadaya, cette protéine-là, elle va pouvoir transporter et déposer le tétramère H3H4 qui est visible ici fait le schéma. Elle va le mettre sur une protéine importante, la réplication de l'ADN, qui est une protéine qu'on appellera la PCNA, Proliferating Cell Nuclear Antigen. Cette protéine, on va en reparler plus tard, le cours à la réplication de l'ADN. Elle va le mettre à ce niveau-là, au niveau de la fourche de réplication de l'ADN, et ainsi, je vais avoir un début de nucléosome. Il y a les deux dimères H2A, H2B. Les deux dimères H2A, H2B qui sont là, en orange et en jaune, et vont être transportés par une autre protéine chaperone, un autre facteur. Le NAP1, nucléosome assemblage protéine 1. Donc c'est une protéine qui va aider à la formation, à l'assemblage du nucléosome. Elle va ramener, la voici, elle va ramener les deux dimères, donc H2A, H2B. Elle va les coller sur le tétramère H3, H4 et ainsi je vais former un nouveau nucléosome. Donc il y aura bien sûr maturation, formation et organisation des octamères qui vont ensuite subir un enrôlement donc de l'ADN et former notre nucléosome, notre unité structurale, notre chromatine. Voilà qui va changer l'assemblage des histones grâce aux fameuses protéines chaperones que je viens de CAF1 et NAP1 sont des facteurs protéiques très importants permettant la déposition du tétramère H3H4 et des dimères H2A et H2B et formation de notre octamère, notre cylindre histonique. Maintenant qu'on a vu l'unité fondamentale de notre chromatine, on va voir comment est-ce que la chromatine va se compacter, va se condenser et quels sont les différents niveaux de condensation et d'organisation de cette chromatine. Première des choses, il faut savoir que donc on a notre nucléosome, c'est super, mais on va lier quand on va lier nos différents nucléosomes, on va former ce que l'on appelle, on va bien sûr les lier grâce à de l'ADN de liaison avec 54 paires de bases, on va former ce que l'on appelle un nucléofilament. C'est le premier niveau de notre chromatine. Un nucléofilament qu'on appelle également la fibre nucléosomique ou encore la fibre de type A qui va former une espèce de collier de perles. Ça ressemble à un collier de perles. Elle va avoir une épaisseur d'environ 11 nanomètres, voire 10 nanomètres. On tourne, donc le chiffre qu'on va devoir retenir, ce sera bien sûr 11 nanomètres. C'est la fibre de type A. C'est le premier niveau donc d'organisation de ma chromatine. Après, bien sûr, le nucléosome. C'est le nucléofilament, la fibre nucléosomique de 11 nanomètres. J'ai juste pris mes nucléosomes et je les ai liés ma binato. Ensuite, cette fibre nucléosomique, je dois la compacter كتر. Je dois la condenser un peu plus. Je dois نلصق les nucléosomes ما بيناتهم. كي نلصقهم, je vais avoir un deuxième niveau d'organisation que l'on appellera la fibre chromosomique ou bien la fibre chromatinienne. Cette fibre chromosomique, on appelle la fibre de type B. Et le modèle d'organisation de la fibre de type B, il diffère selon les auteurs. On a deux modèles qui sont communément reçus et acceptés par la communauté scientifique. Premier modèle, c'est le modèle en zigzag. Les nucléosomes, quand ils vont se rapprocher d'un bénétome, quand ils vont s'agréger, ils vont nous former, ils vont s'enrouler en deux hélices et l'ADN va faire des zigzags entre les nucléosomes, entre les octamères, entre les cylindres protéiques histoniques.
C'est le premier modèle. Deuxième modèle sera un modèle solénoïde. Quand on dit solénoïde, tu penses directement au Soleil. Et bien sur ces nucléosomes-là, ils vont s'enrouler en super hélice. Et cette super hélice sur une coupe transversale, on va voir qu'il y aura 6 nucléosomes qui vont former un cercle qui va ressembler à un Soleil. Alors on va voir un petit peu ces modèles d'organisation. Premier modèle, celui du zigzag, comme je t'ai dit, qui m'en compte là que le nucléofilament, dans une cellule, il est un peu plus compacté, surtout l'hétérochromatine. Donc on va revenir à ça plus tard. Le nucléofilament, il peut être un peu plus compacté. Quand on va le compacter, la fibre ADC nucléosomique, quand on va la compacter, on va rapprocher les nucléosomes mabinatum. On va les replier sur eux-mêmes. Et ce repliement va faire en sorte que l'ADN va former des zigzags. C'est pour ça qu'on appelle le modèle en zigzag. Ce repliement et cette compaction ne peut se faire que grâce à un nouvel acteur qui va rentrer en jeu, une nouvelle protéine. C'est l'histone H1, les madonna jalem rebellat. Si tu te rappelles bien, je t'avais dit que ce sont les 4 types d'histones qui vont former l'octamère. H2A, H2B, H3, H4. Par contre, l'histone de type H1 ne forme pas l'octamère. Elle a un rôle autre, c'est celle de permettre, c'est ce que tu vois ici en jaune, avec l'histone H1, c'est celui de permettre la compaction de la fibre nucléosomique pour donner la fibre chromosomique. Et cette fibre-là, qu'on appelle la fibre de type B, elle va avoir une épaisseur de 30 nanomètres. On est passé de 11 nanomètres à 30 nanomètres, de par la compaction et le rapprochement des nucléosomes abinatoires. Alors un petit mot sur cet histone H1. L'histone H1, comme les autres histones, va posséder un domaine globulaire. Et ce domaine globulaire-là, il va rentrer en contact, en interaction, il va rentrer en contact avec l'enroulement à l'ADN au niveau du nucléosome. Il va rentrer en contact avec l'ADN d'entrée, l'IJA pour s'enrouler autour du nucléosome, et l'ADN de sortie. Il va sortir à un autre nucléosome. Cette liaison avec l'ADN, cette interaction avec les brins d'ADN d'entrée et de sortie, permet quoi? Permet euh, d'associer, de condenser les nucléosomes entre eux et ainsi de nous former la fibre chromosomique qui a la fibre de type B, la fibre qui possède donc une épaisseur de 30 nanomètres. Le deuxième modèle, c'est le modèle de compaction solénoïde. C'est une organisation supérieure bien sûr à donc voilà, la fibre de 30 nanomètres, une organisation supérieure à la fibre au nucléofilament, à la fibre nucléosomique bien sûr. Et comme je t'ai dit, donc ils vont s'enrouler en super hélice avec un super enroulement. Win 6 nucléosomes, donc sur une coupe transversale, ça ne se voit pas ici, mais sur une coupe transversale, j'ai 6 nucléosomes qui vont me former ce solénoïde. Ils vont former une forme, ils vont nous former un espèce de soleil, une forme qui ressemble au soleil. Bien sûr, j'ai des caractéristiques pour cette structure-là. Donc, le tour d'hélice peut se condenser en une structure de super enroulement avec un pas d'environ 11 nanomètres. Le pas de l'hélice, il est de 11 nanomètres à peu près. Et bien sûr, son épaisseur ne change pas que par rapport au modèle en zigzag. C'est une fibre de 30 nanomètres. C'est un deuxième modèle pour la même fibre, la fibre de type B. On peut résumer tout ce qu'on vient de dire, le petit schéma avec on voit en la suite avec la compaction de la fibre chromatinienne. On avait commencé avec une seule unité fonctionnelle de la chromatine qui était le nucléosome, un octamère, un cylindre protéique d'histone auquel je vais enrouler de l'ADN. L'ensemble des nucléosomes que je vais relier ma bénatome va me former une structure en collier de perles qu'on appelle la fibre nucléosomique ou là le nucléofilament qui est une fibre de type A qui possède une épaisseur à peu près un diamètre de 10 nanomètres ou là 11 nanomètres. Et cette fibre-là, c'est celle qu'on va retrouver au niveau de l'euchromatine. Ensuite, deuxième état de compaction, cette fibre-là, je peux la compacter encore plus. Je peux rapprocher les nucléosomes abénatomes. J'ai deux modèles.
de cette deuxième fibre. La deuxième fibre, on l'appelle bien sûr la fibre de type B, avec 30 nanomètres d'épaisseur. Et là, le modèle là que tu fais, c'est le modèle en zigzag. Zigzag, 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 comme tu le vois ici. Le deuxième modèle, c'est le modèle solénoïde, où je peux rapprocher encore plus les nucléosomes mabénatomes et nous former sur une coupe transversale un espèce de soleil avec 6 nucléosomes qui vont former une forme circulaire. Maintenant, cette fibre de 30 nanomètres, fibre de type B, avec ces deux modèles, on peut la compacter encore plus, l'enrouler encore plus. Et si je l'enroule encore plus, qu'est-ce qui va se passer? Je vais former des espèces d'anses. Je vais former des anses, des tours de chromatine qui sont encore plus compactes. Grâce à quoi? Grâce à des enzymes qui vont utiliser de l'ATP, qui sont ATP dépendantes, qu'on appellera bien sûr la topoisomère de type 2, il y a donné le premier cours, et le complexe condensine, comme son nom l'indique, complexe qui permet donc de condenser encore plus cette fibre chromatinienne. On a un autre schéma qui nous montre encore plus la finalité de cette condensation. On a commencé avec de l'ADN double brin. Ensuite, on est passé au nucléosome. On est passé au collier de perles avec la fibre de 11 nanomètres, la fibre de type A. Ensuite, on est passé à une fibre chromatinienne ou la chromosomique avec 30 nanomètres. Bon, là, ils sont angstrom, mais ça, c'est la même chose. Hein, donc tu peux faire la conversion en nanomètres. 30 nanomètres d'épaisseur. Et ensuite, cette fibre-là, on peut encore la compacter, formant des anses, formant des enroulements encore plus grands qui vont ensuite se condenser. Donc, on est à l'endoro aux alentours des 300 nanomètres. On peut encore condenser en spirale de 700 nanomètres. Et cette spirale-là, eh ben, en réalité, c'est une chromatide. C'est une séquence chromosomique. Et bien sûr, si je condense encore plus, je vais retrouver mon fameux chromosome. Ici, c'est un chromosome métaphasique présent au cours de la mitose. Donc, cette organisation-là, où j'ai une débassorité, tu la verras uniquement en mitose. Hein. L'organisation de noyau interphasique, non. Elle s'arrête à cet environ-là. Avec, pour le chromatine, une portion peu condensée, enroulée, relâchée un petit peu en collier de perles, en fibre de type A, et pour l'hétérochromatine, fibre de type B, un peu plus condensée bien sûr, avec un modèle en solénoïde ou là en zigzag. Donc voilà pour l'organisation structurelle, conformationnelle de notre chromatine à partir de l'unité fonctionnelle qui était le nucléosome. Si on s'intéresse un petit peu plus au chromosome, le génome humain est bien sûr constitué de 23 paires de chromosomes, 22 sont des autosomes, et une paire de gonosomes, de chromosomes sexuels, qui peuvent être XX ou bien XY. C'est au cours de la métaphase que l'on peut au mieux observer, ces chromosomes-là en microscopie optique. Le chromosome métaphasique, que tu vois ici, fait le schéma, il va nous laisser décrire trois grandes régions. Une constriction primaire, donc la zone rétrécie, tu as le chromosome qui permet de relier les deux chromatides, c'est ce que l'on appelle le centromère. Les extrémités, tu as mon chromosome, c'est ce qu'on appelle les télomères. Et bien sûr, les deux brins atomes qui sont collés par le centromère, ce sont les deux chromatides bien visibles, surtout visibles au niveau d'un chromosome métaphasique. Pour le centromère, alors le centromère, comme on a dit, c'est une zone d'étranglement, c'est une constriction primaire. Elle va permettre de relier les deux chromatides mébénatomes et elle va les diviser en deux bras, un bras long et un bras court. La particularité fonctionnelle, d'abord structurelle, la particularité structurelle, c'est d'être constituée d'hétérochromatines constitutives. Elle ne code pas, hein, l'ADN qui se présente ici ne code pour rien. Des séquences répétitives non codantes, hautement répétitives même. Et bien sûr, l'utilité fonctionnelle, entre autres, c'est de permettre l'attachement des fibres du fuseau mitotique et ainsi la séparation des deux chromatides au cours de l'anaphase. La mitose, bien sûr.
En ce qui concerne les télomères sont un peu plus importants c'est plus important de parler des télomères que du centromère. Les télomères, ce sont les extrémités des chromosomes, comme tu le sais. Quel est leur rôle? Déjà, de quoi ils sont constitués? Ils sont constitués de longues séquences d'ADN répétitifs non codantes. Kif kif, c'est de l'hétérochromatine constitutif, qui est donc inactif et qui n'est pas réversible. Quel est le rôle de ces télomères? Eh ben, ce sont des extrémités qui sont là pour protéger les chromosomes, pour protéger le génome codant. Ils évitent leur effilochement. Ils évitent la soudure et l'accolement avec d'autres chromosomes, avec d'autres chromatides. Ces séquences-là très très répétitives, il faut savoir que ces télomères-là, il y a une corrélation directe qui a été faite entre leur longueur et l'espérance de vie de l'individu. قد ما واحد يزيد avec des télomères طوال قد ما les chromosomes تاعو vont être protégés قد ما il va entre guillemets mieux vieillir, résister au vieillissement, surtout cellulaire, et ainsi il aura une espérance de vie plus grande, plus haute, et il pourra vivre plus longtemps. En revanche, les idos avec des télomères قصار ou là des télomères excessivement courts, ils ont une espérance de vie beaucoup plus courte et ils risquent de mourir de manière précoce et ils sont exposés à diverses maladies et divers états pathologiques. Et, et ils vont pardon, mal vieillir. Donc la longueur des télomères est directement liée au vieillissement des cellules. قد ما le télomère, donc كيما قلت لك يكون طويل, قد ما la cellule est là cette capacité de se diviser plusieurs fois. Et plus les télomères rapetissent, قد ما la capacité, le potentiel de division cellulaire ينقص. Donc ça, c'est très important à savoir. Les enzymes qui vont coder qui vont dupliquer, répliquer, synthétiser ces télomères, qui vont synthétiser les séquences des télomères, c'est ce qu'on appelle bien sûr les télomérases. C'est les enzymes qui sont responsables de la synthèse des télomères. Ce sont des transcriptases inverses. C'est-à-dire transcriptase inverse, c'est-à-dire que à partir d'une séquence d'ADN, de la transcription TN normale, là, j'ai un ARN, mais avec l'ARN, il peut faire une transcription بالعكس. l'ARN نعاود نجيب la séquence d'ADN, c'est grâce à ça que je vais répéter avec la séquence. C'est grâce à cette transcriptase inverse. Entre autres. C'est grâce à ça que je vais répliquer mes télomères. Là, on a un petit schéma qui nous résume, ou du moins nous rappelle la classification des séquences d'ADN avec des répétitions, les répétitions en tandem et les répétitions dispersées, répétitions l'une après l'autre en tandem qui sont localisées de type mini-satellite, microsatellite, et bien sûr les fameux satellites présents au niveau des centromères et au niveau des télomères, et les répétitions dispersées ici, sign, line, les éléments LTR, les transposons d'ADN qui, bien sûr, sont des répétitions un peu plus éloignées les unes des autres. Ce sont des notions qui ont été vues dans le cours LIFET. Qu'est-ce qui nous manque pour terminer notre cours? Eh bien, il nous manque quelques détails, surtout sur l'épigénétique et la modification post-traductionnelle sur les histons. Tu l'as vu, ou bien tu le sais, mais le lycée même, l'ADN peut changer, peut subir des modifications, des variations au niveau de ces séquences. Et automatiquement, des modifications, des mutations, du polymorphisme sur des séquences d'ADN, ça va automatiquement nous donner des caractères héréditaires qui seront différents. النمط الظاهري va automatiquement يكون مختلف. Mais si je te disais qu'on est capable de modifier le résultat, de modifier l'expression des gènes sans toucher à la séquence, et ben c'est le cas de ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors les modifications épigénétiques, ce sont les modifications, les changements qui sont capables de modifier, de changer l'expression des gènes بلا ما يقيس لي على la séquence d'ADN, sans modifier une seule nucléotide de mon ADN.
Donc on peut jouer sur l'expression des gènes, on peut stimuler l'expression d'un gène, inhiber l'expression d'un gène, sans toucher aux séquences d'ADN. Comment? Entre autres en jouant sur les histones. On a plusieurs méthodes, on a plusieurs mécanismes qui jouent en épigénétique, mais l'un des mécanismes les plus importants à connaître, c'est bien sûr les modifications post-traductionnelles sur les protéines histones. On l'a dit, les histones, ils sont essentiels pour la formation du nucléosome et ils sont essentiels pour compacter l'ADN. Et si je compacte l'ADN, je peux aussi rendre accessible ou inaccessible les enzymes d'un mécanisme donné. Les enzymes, tu as la réplication, les enzymes, tu as la transcription. Et donc, si je modifie l'état de condensation de l'ADN en passant d'hétérochromatine facultatif en euchromatine ou l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais pouvoir réguler l'expression des gènes sans toucher à la séquence d'ADN. C'est une modification épigénétique. Alors, quelles sont les modifications les molécules, les protéines histoniques? On a 4 modifications. L'acétylation, l'ubiquitinylation, voilà, l'ubiquitinylation, pardon, la phosphorylation et la méthylation. 4 modifications importantes à connaître. Le rôle, c'est de modifier la structure des protéines histoniques, modifier leur charge positive et surtout leur affinité avec l'ADN pour condenser ou décondenser l'ADN, rendant accessible ou inaccessible la machinerie transcriptionnelle, rendre accessible ou inaccessible l'ADN à la machinerie transcriptionnelle ou bien à d'autres enzymes de d'autres mécanismes. On commence avec l'acétylation. L'acétylation, elle consiste en quoi? Eh ben, elle consiste, comme au niveau du schéma visible ici, à coller un groupement acétyl. Le groupement acétyl, c'est le groupement COCH3. C'est un groupement chimique. Au niveau des histones, plus précisément au niveau de l'acide aminé lysine. Et surtout au niveau de l'extrémité NH3+. Pourquoi à ton avis? Pour neutraliser partiellement les charges positives de cette histone. C'est ça le but. L'acétylation des histones, c'est la liaison, le collement du groupement COCH3, le groupement acétyl, sur la lysine, sur les lysines des différents histones. Et ainsi, je vais naqs les charges positives, naqs l'affinité entre l'histone et l'ADN, et je vais décondenser l'ADN. Le résultat sera une décompaction, la décondensation c'est la même chose, de la chromatine. En acétylant mes histones, je vais favoriser la transcription. Je diminue la force d'interaction entre histone et ADN. Automatiquement, l'histone ou l'ADN, je vais décondenser la chromatine et je vais permettre la création des sites de fixation, tels les enzymes khassa pour la transcription, entre autres. Voilà comment une modification toute bête, une modification post-traductionnelle à les histones peut jouer sur l'expression telle les gènes avec juste un groupement acétyl, pardon. Donc voilà, donc quel est l'enzyme qui va catalyser cette réaction? C'est bien sûr l'enzyme, le nom Bayen, histone acétyltransférase, donc une enzyme qui va transférer le groupement acétyl sur la lysine d'un histone. C'est très important sur la lysine, hein, sur vraiment l'acide aminé basique, بدات. On a bien sûr l'action inverse. Ça, c'est une action c'est une réaction qui est réversible. Action inverse, c'est la déacétylation par des histones déacétylases, comme leur nom l'indique, HDAC, donc histone déacétylase, qui va enlever le groupement histone, comme tu le vois, la double flèche. Donc les HAT, les histones acétyltransférases, ils vont mettre le groupement acétyl sur la lysine de notre histone, permettant ainsi de diminuer l'affinité avec l'ADN, décompacter, décondenser l'ADN et ainsi rendre la transcription accessible, exprimer plus les gènes, tandis que le HDAC, hein, le histone désacétylase ou la désacétyltransférase, va enlever ce groupement acétyl et recondenser la chromatine et rendre moins accessible l'ADN à la transcription. Ça, c'est la première
modification اللي تكون باينة. L'acétylation et la désacétylation sont des modifications post-traductionnelles qui ont un seul et unique but, une seule et unique conséquence, un seul et unique résultat. C'est de décondenser l'ADN ou là de le recondenser à la sable الجهة bien sûr. Est-ce que j'acétyle ou là je désacétyle. Par contre, les autres réactions, l'ubiquitinalation, voilà, j'ai du mal à le dire, la phosphorylation et la méthylation, ce sont des réactions entre guillemets ambiguës. مش معناتها réaction ambiguë. معناتها على حسب le contexte اللي راني فيه, على حسب le type de cellule, على حسب l'histone que je vais cibler, على حسب l'acide aminé que je vais cibler, je peux avoir des résultats différents. Je peux avoir des résultats différents. Je peux soit condenser, je condense كتر, ou là je décondense. Ça dépend de plusieurs facteurs. Là, on va citer les cas généraux que tu dois retenir, entre autres pour les QCM, parce que ça c'est une poule aux odeurs. Hein, le détail là, le cours, tu es sûr qu'il à ram les QCM, tu as l'examen تاعك. Donc, l'ubiquitinalation des histones, c'est une réaction bien sûr post-traductionnelle qui va cibler les histones H3, H2A et H2B. C'est très important à retenir. Essentiellement, essentiellement ici en H2A, la lysine 119, donc ça va cibler les acides aminés basiques, entre autres ici la lysine, et c'est une réaction qui peut être considérée comme nécessaire pour la méthylation de l'histone H2B. À quoi sert en gros cette ubiquitinalation et quel est son but? En gros, l'ubiquitinalation, c'est l'association aux protéines histone d'une petite protéine qu'on appelle l'ubiquitine. Cette ubiquitine, c'est une petite protéine qui c'est quelque chose d'assez rare, مستحفظة بزاف entre les espèces. Elle a quasiment la même séquence entre les différentes espèces. Elle est littéralement ubiquitaire. Cette ubiquitine qui نلصقها مع les histones تاوعي, elle va jouer sur l'état de condensation, bien sûr, la chromatine TAE. Surtout, il sera sur un acide aminé basique, hein, sur une lysine 119 entre autres. Kinjin sera cette ubiquitinalation, elle va avoir généralement, bien sûr, elle peut soit condenser, soit décondenser, mais la plupart du temps, elle va avoir le même travail que l'acétylation, c'est-à-dire une décondensation de la chromatine et permettre euh, une meilleure transcription. On va voir ensuite l'enzyme de la réaction et l'action inverse, c'est par une enzyme qui s'appelle la D-ubiquitinase, entre autres. La phosphorylation. Troisième réaction, la phosphorylation, réaction commune, hein, un groupement phosphate. Jusque-là, ça paraît logique. Et le groupement phosphate, ça c'est une chose importante, c'est un groupement qui a une charge négative. Donc, de l'information, tu peux savoir quel est le résultat d'une phosphorylation d'une protéine basique qui émet les histones. Eh bien, la phosphorylation, de manière générale, elle permet, qui émet l'acétylation et l'ubiquitinalation, de décondenser ou la décompacter la chromatine TAE, de manière générale, je dis bien. Permet de décondenser la chromatine, rendant accessible l'ADN au phénomène de transcription, mais de réplication. Ça, c'est de manière générale, parce que cette phosphorylation, elle peut aussi faire l'inverse. Elle peut condenser encore plus. Ça dépend du type de cellule, ça dépend de quel histone tu vas toucher et de quel acide aminé peut-être tu vas toucher. Parce que la phosphorylation, elle va toucher généralement, elle va toucher l'acide aminé beaucoup plus sérine. Elle peut toucher la thréonine théanate, mais généralement, les meilleurs exemples, ceux qui sont écrits de le diapo, de le support, c'est la sérine. Ici, je peux phosphoryler la série numéro 10 de l'histone H3. Je peux phosphoryler la série numéro 28 à l'histone H3, dans certains cas de figure, comme pendant la mitose, pour permettre une meilleure compactation, condensation, pour former le chromosome, entre autres. Je peux phosphoryler la série numéro 1, à l'histone H4, dans les cellules germinales. Et là, j'aurai un résultat de compaction.
Donc, c'est pas automatique. Il faut savoir que ces réactions-là, elles peuvent soit condenser, soit décondenser, selon l'histone qui va être ciblé, selon l'acide aminé qui va être ciblé, selon le type cellulaire, selon la phase, le cycle cellulaire TAC, et bien sûr l'enzyme, hein, parce que je peux avoir plusieurs kinases qui vont faire cette réaction-là. Mais de manière générale, si tu veux retenir une seule chose, la phosphorylation, généralement, normalement, elle aide à la décondensation de notre chromatine. En revanche, la méthylation, c'est l'une des seules réactions qui, en temps normal, elle permet l'inverse. Elle permet la condensation de notre chromatine. Alors, la méthylation, c'est quoi? Eh ben, c'est le fait est de rajouter un résidu méthyle, de rajouter un groupement CH3. Le groupement méthyle, c'est le groupement CH3. Hein. C'est aussi simple que ça. On peut soit rajouter 1, on parle de monométhylation, on peut en rajouter 2, on parle de diméthylation, on peut en rajouter 3, on parle de triméthylation. Et ça se fait sur les deux acides aminés lysine et arginine, donc les deux acides aminés basiques, mes histones. Quels sont les histones qui sont visés? C'est bien sûr spécifiquement l'histone H3 et l'histone H4 qui sont visés par cette réaction et par cette méthylation. Alors la méthylation, alors chose très importante à retenir, la méthylation sur les résidus lysine, essentiellement, elle permet la compaction, la condensation de la chromatine de l'ADN, ce qui va rendre l'ADN moins accessible à la transcription et donc inhiber la transcription entre autres. Par contre, une méthylation sur des arginines, ça fait l'inverse. Ça mène généralement à une décondensation. Et quelles sont les enzymes qui sont liées à la méthylation des résidus arginine? Eh ben, on a l'enzyme CARM1, coactivateur arginine méthyltransférase. Tu méthyltransférase sur l'arginine, aussi simple que ça. Et on a aussi la protéine arginine méthyltransférase 1, hein, PRMT1, tout simplement. Bon, j'ai rajouté un petit schéma qui va essayer de résumer un petit peu ces réactions-là. Comme on a dit, on a 4 réactions qui sont intéressantes, qui sont importantes pour le code histone, pour donc les modifications épigénétiques permettant de moduler l'expression des gènes à l'état de compaction de la chromatine, juste en rajoutant des résidus et des groupements chimiques sur les protéines histoniques. Alors on a l'acétylation, on a la phosphorylation, la méthylation et l'ubiquitinylation qui n'est pas présente, faites le schéma, et qu'on peut rajouter avec acétylation et phosphorylation Mulfour. Alors, là, on a deux schémas qui nous montrent en fait le collier de paix alterna, ou du moins notre fibre chromosomique, notre fibre nucléosomique, entre autres, avec deux états différents. Un état plus ou moins relâché, moins compact sur la droite, et un état un peu plus serré, un peu plus collé, un peu plus compact sur la gauche. Qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que l'acétylation, ça doit rentrer dans ta tête, l'acétylation, couplée à la phosphorylation dans certains cas de figure, va permettre une décondensation de la fibre chromatinienne. Décondensation de la chromatine permettant d'activer la transcription, de rendre le matériel génétique accessible à la transcription. En revanche, l'ubiquitinylation, fait la même chose. Tu peux la mettre avec un des deux. Par contre, la méthylation, généralement, elle fait l'inverse. La méthylation, lorsque je colle des groupements méthyl, tu vois ici les groupements méthyl, les M en violet, lorsque je les colle, lorsque je les mets donc sur mes protéines histoniques, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va nous donner généralement une condensation, une compactation de notre chromatine et ainsi rendre moins accessible la transcription. Bien sûr, c'est si la méthylation se fait sur les résidus lysine. Mais si sur les résidus arginine, c'est un détail important à retenir. Voilà, donc on termine avec quelques plaques sur des détails en plus. Donc les enzymes qui sont impliquées dans le code des histones, le code histone, hein, donc les modifications épigénétiques qui les isolent directement les protéines histoniques TOA. Donc l'acétylation, elle est faite par l'histone acétyltransférase. Ce sont les différents gènes qui codent pour de l'enzyme.
La désacétylation, c'est l'histone déacétylase, ou la déacétyltransférase si tu veux, la HDAC, classe 1 et classe 2. La méthylation. La méthylation, qui qu'elle peut se faire sur la lysine, condensation, arginine, décondensation. La lysine, c'est quoi? C'est une histone méthyltransférase, tout simplement. Sur l'arginine, on a vu les deux protéines indômes, CARM1 et la PRMT. On a cité la PRMT1, ça une famille de cette protéine arginine, de cette méthyltransférase. Dans les deux cas de figure, ce sont des méthyltransférases, donc ils vont transférer un groupement méthyle. La déméthylation, enzyme LSD1, l'ubiquitination, ça c'est important à retenir, ubiquitine conjugase, donc une enzyme, le nom تاعها يهضر وحده, donc elle va conjuguer la protéine ubiquitine avec l'histone. On a aussi d'autres enzymes et protéines, ring factors. La déubiquitination, on a ce qu'on appelle la saga associated ubiquitin 10, UBK 10. Bien sûr, les variations épigénétiques peuvent se faire avec autre chose que des modifications post-traductionnelles. Je peux littéralement nbeddel les histones les nucléosomes en utilisant des variants. On a vu qu'il y a 5 types de nucléosomes qui sont les 5, donc H2A, H2B, H3, H4 et H1. Et donc les 5 types d'histones, ce sont les histones entre guillemets officielles, les histones de référence. On les appelle les histones canoniques. Ce sont les histones les plus connus, les plus présents au niveau donc de ma chromatine. Mais j'ai aussi des variants d'histones. Des variants qui ont une séquence d'acides aminés شوية مختلفة على les histones officielles canoniques de référence TWA. On a deux types de variants d'histones. On a les variants homomorphes, la séquence vraiment très très proche de l'histone canonique, quelques différences près, quelques acides aminés, et généralement les variants, ils ont des rôles supplémentaires, des fonctions en plus, des fonctions dans la réplication, dans la correction de l'ADN, des fonctions dans la structuration, d'autres fonctions ziyada qui peuvent aider. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ici, donc, les variants homomorphes sont des variants qui sont très très proches des histones canoniques. On a les H2A1, ça c'est un variant de la H2A. H2A2, oui, variant à la H2A ténit. H3.1, .2 et .3 sont tous les trois des variants de l'histone H3. Et tu vois, dans la nomenclature que je rajoute bloc des petits chiffres. 1, 2, .1, .2, .3. C'est pour signifier que ce sont des variants d'histone qui sont homomorphes. A l'inverse, j'ai des variants qui sont beaucoup plus différents. Des variants hétéromorphes. Il y a plus de différences. Et demain, ils ont une plus grande fonction d'ailleurs. On cite quelques exemples. H2AX, H2AZ, là je mets des lettres carrément. Macro H2A, H2A bar body deficient. Les 4 hétéromorphes, les 4 variants, ce sont des variants de l'H2A, de l'histone H2A. J'ai aussi ici le CENP A, donc le centromérique protéine A, qui est lui un variant hétéromorphe de l'histone H3. Tu vois qu'au niveau de la nomenclature pour les variants hétéromorphes, c'est un peu plus hétérogène d'ailleurs, par la même occasion. Bien sûr, au niveau de la chromatine, je n'ai pas que des histones. On a vu tout à l'heure les protéines chaperone, entre autres, qui permettaient le déplacement des histones et tout. Les enzymes, on va les voir, les mécanismes l'amjayin, les cours sur la transcription, sur la réplication et autres. Mais on a d'autres types de protéines très importantes au niveau de la chromatine. Les protéines HMG, High Mobility, donc protéines, qui ont un rôle important pour plein de mécanismes qui vont avoir un rapport avec l'ADN. L'HP1, c'est l'hétérochromatine protéine 1. Ça, c'est une protéine qui va se lier aux histones méthylées et qui va aider à la formation de l'hétérochromatine. C'est pour ça qu'on l'a appelé HP, hétérochromatine protéine 1. On a le MECP2, lui aussi, kiff kiff, protéine qui va reconnaître les groupements méthyl et qui va aider à la condensation. Qui m'a HP1, il va aider à la condensation et permettre la formation des chromosomes entre autres. On a la protamine, et AD,
une protéine importante, le module d'embryon en première année, la protamine, c'est une protéine basique qui met les histones, qui vient remplacer les histones à les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, les spermatides, j'ai un changement pour permettre une meilleure compactation de l'ADN, la tête le spermatozoïde, le noyau TAO. J'ai un changement de mes protéines histoniques qui vont devenir des protéines qu'on appellera des protéines protamines. Kiff kiff, hein, c'est des protéines basiques hein, qui vont bien s'attacher, bien se lier avec l'ADN de par la charge positive liée à Anda. Mais ce changement-là, ça sera rien le spermatozoïde. Donc, juste après la fécondation, le protamine هذاك يعاود يولي histone. Ça, c'est une protéine importante à connaître. Voilà pour les autres protéines. Donc, on termine avec le dernier schéma. Il y a dans l'organisation de le génome. Tu le sais, le génome nucléaire humain fait 3,2 milliards de paires de bases, environ 25 000 gènes. Très peu de gènes en réalité hein, au niveau donc, de notre génome. 30% de séquences qui sont apparentées aux gènes, avec seulement 30% de ces 30% qui est un ADN codant, un Dorof les 2-3% hein, qui sont des exemples. Le reste, c'est de l'ADN qui n'est pas codant, des pseudogènes, des introns, des séquences UTR, hein, 5', 3', non traduites. Elles sont transcrites mais elles ne sont pas traduites. Ça, on a vu le cours l'y fait. L'ADN intergénique, 2000 mégabases. Donc, on a de l'ADN, des séquences uniques, très peu, 25% des 70%, et l'ADN répétitif qui se divise en répétitions localisées en tandem et les répétitions dispersées, bien sûr. Voilà pour le cours sur la chromatine. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.